La jeunesse de Han Solo et le sauvetage des dinosaures. Ce mois-ci on parle de Solo, A Star Wars Story et Jurassic World Fallen Kingdom. Solo, sorti le 23 mai en France, est réalisé par Ron Howard. Les studios d'effets visuels sont ILM, Hybrid, Jellyfish Pictures, Lola VFX, Exceptional Minds, Tippett Studio, Reno VFX, Blind et Envisage. Il y a approximativement 1800 plans truqués. La séquence de l'attaque du train est tournée sur fond bleu avec des parties du train à taille réelle qui peuvent s'incliner grâce à des systèmes hydrauliques. Pour l'environnement, avant le tournage, une équipe se rend dans le massif des Dolomites, en Italie, ainsi que sur l'île espagnole Fuerteventura pour prendre en hélicoptère plus de 25 000 photos des lieux afin de le reconstruire en 3D. Cela permet d'avoir un décor pour faire la prévisualisation de la séquence, c'est-à-dire à planifier chaque plan au niveau de la caméra et des différents mouvements dans le cadre. Une fois la prévise validée, il retourne sur les lieux et filme l'environnement correspondant pour chaque plan, ou type de plan. Au total, après 44 heures d'hélicoptère, 120 arrière-plans sont filmés en plongée, contre-plongée ou plan d'ensemble, afin d'avoir un maximum de matière à intégrer derrière les acteurs sur fond bleu. Sur le tournage dans le décor en studio, ils utilisent l'outil Encam permettant d'incruster en temps réel, mais en basse définition, l'environnement et les modèles 3D aux côtés des acteurs afin d'avoir un aperçu du résultat final dans le moniteur vidéo. Dans les séquences se déroulant à l'intérieur des vaisseaux, notamment dans le Faucon Millennium, l'entreprise Lux Machina, spécialisée dans les écrans et projections de plateau, met au point plusieurs écrans sur lesquels sont placés derrière 5 projecteurs, diffusant des séquences d'images en 4K en mode portrait, donc en hauteur. Les écrans remplacent alors le traditionnel fond vert et font en tout 9 mètres de haut et courbés à 180 degrés devant le cockpit du vaisseau, ce qui donne un panorama de 4K de hauteur et 8K de largeur. C'est donc un système de rétroprojection exactement comme dans les années 30 avec King Kong par exemple. Lux Machina conçoit également un système permettant de synchroniser la caméra et les projecteurs afin d'éviter d'avoir des doublons dans la projection par rapport aux différentes prises possibles. ILM prépare avant le tournage ces séquences en 8K et crée ainsi 20 minutes de vidéo pour la séquence du raid de Kessel. Du coup, ces projections servent à la fois d'environnement et d'éclairage du plateau. Le précédent spin-off, Rogue One, avait également utilisé cette technique, sauf qu'il s'agissait d'écran LED. Mais sur Solo, comme le directeur de la photographie Bradford Young souhaite une esthétique plus sombre que d'habitude, il remplace la technologie LED par de la rétroprojection. Sinon, l'environnement extérieur de la tour de Dridon, offrant un panorama à 360 degrés, est également de la rétroprojection sur le plateau. Par contre, des petits écrans LED sont utilisés pour la course-poursuite en speeder au début du film. Beaucoup de créatures présentes à l'écran sont des animatroniques conçus par les équipes de Neil Scanline, qui est le responsable des créatures de plateau. Pour le personnage de Rio, ils construisent une marionnette. Elle est animée sur le plateau afin de permettre aux acteurs de la voir en chair et en os. À certaines occasions, le corps est conservé et la tête est remplacée par la version 3D. Autrement, dans la plupart des cas, la marionnette est entièrement remplacée. Jon Favreau fait la voix du personnage. Son interprétation est filmée afin de donner des références aux animateurs qui animeront entièrement le personnage. Le droïde L337 est interprété en motion capture par l'actrice Phoebe Waller-Bridge. La démarche est exactement la même que pour K2SO interprété par Alan Tudyk dans Rogue One. Le but étant de garder un maximum l'interprétation de l'actrice. C'est ainsi que sur quasiment tous les plans, certaines parties de son costume sont réellement conservées à l'écran, en ne supprimant que les parties en vert pour intégrer le modèle 3D. Autrement, il peut arriver de remplacer entièrement un bras ou une jambe. Mais malgré la motion capture, il y a tout de même un gros effort de match moving image par image, c'est-à-dire de faire en sorte que les parties 3D suivent parfaitement les mouvements de l'actrice. Enfin, le monstre géant du raid de Kessel, le Space Octopus, met au défi les animateurs avec ses 38 tentacules. Heureusement, la superviseure des créatures avait participé à l'animation de David Jones dans les Pirates des Caraïbes. Une expérience qui leur permet de développer des outils d'animation mélangeant du keyframe, c'est-à-dire de l'animation traditionnelle, avec de la dynamique, c'est-à-dire une simulation physique interactive. Il y a 45 animateurs chez ILM sur ce film, avec en tout plus de 1000 graphistes à travers le monde. Pour finir, le jeu d'échecs holographique, déjà vu dans le premier Star Wars en 1977, puis repris dans l'épisode 7 en 2015, est toujours animé en stop motion par le grand Phil Tippett. Jurassic World 2, sorti le 6 juin, est réalisé par Juan Antonio Bayona. Les studios d'effets numériques sont ILM, Image Engine, Lola VFX, Invisible, One of Us, Skyline VFX, Exceptional Minds, El Ranchito, Ghost VFX, Important Looking Pirates et Outpost VFX. Il y a à peu près 1200 plans truqués. Comme pour les derniers Star Wars, c'est Neil Scanline qui supervise la fabrication des animatroniques. Car contrairement au précédent film, qui n'avait qu'une seule marionnette,
Cette fois-ci, on en voit beaucoup plus. Le Vélociraptor Blue est fabriqué de la tête aux pieds, tandis que le T-Rex et l'Indoraptor, le nouveau dinosaure génétiquement modifié, n'ont que le haut de leur corps. Ce dernier dinosaure a également un bras à part. L'animatronique de Blue nécessite 15 marionnettistes, notamment pour la scène où elle est allongée sur une table. Certains techniciens se trouvent en dessous et la bougent avec des câbles, tandis que les autres la manipulent par radiocontrôle. Chacun a son propre rôle et tous les mouvements sont chorégraphiés et répétés à l'avance. Ces différents animatroniques permettent aux artistes VFX d'avoir d'excellentes références pour l'éclairage des modèles 3D, ainsi que pour la création des textures des dinosaures. ILM à Vancouver s'occupe de toute la première partie sur l'île, avec notamment la séquence de la gyrosphère. Tandis qu'à Londres, ils font tout le reste en dehors de l'île. Skyline, comme d'habitude, s'occupe de grosses simulations FX, comme des explosions ou de l'eau. Image Engine fait quelques séquences avec le Raptor Blue. Important Looking Pirates se charge de toute la séquence d'ouverture, ainsi qu'une séquence avec Blue plus tard dans le film. One of Us fait des extensions de décors et environnements 3D. Et puis El Ranchito fait pas mal de plans dans le manoir Lockwood. Les différents studios se partagent d'ailleurs les dinosaures pour réaliser leurs séquences respectives. C'est le film de la saga Jurassic Park avec le plus de dinosaures, et comme le dit le réalisateur de celui-ci, mélanger les techniques d'effets spéciaux fait la réussite d'une scène. J'aurais pas dit mieux.